Bonsoir. Merci pour votre présence pour cette nouvelle rencontre qui a lieu dans le cadre du cycle Un livre des collections de la BULAC, Bibliothèque universitaire des langues et des civilisations. Ce cycle est axé autour d'une publication ou d'une recherche et de son écho dans les collections de la bibliothèque. Nous avons ce soir le plaisir d'accueillir Miklos Sekei à l'occasion de la parution de votre ouvrage qui a pour thème « Les écoles et les musées de design en Transylvanie dans les années 1900 ». Historien de l'art, vous avez été conservateur des collections au musée Ludwig de Budapest et vous êtes actuellement chargé de recherche senior à l'Institut d'histoire de l'art de Budapest. Afin de nous éclairer sur vos recherches, vous serez ce soir accompagné de 3 historiens. Daniel Barik, vous êtes maître de conférence à la Sorbonne et spécialiste de l'histoire interculturelle de l'Europe centrale, orientale et balkanique. Catherine Aurel, vous êtes directrice de recherche au CNRS et spécialiste de l'histoire contemporaine de l'Europe centrale et membre du CETOBAC, le Centre d'études turques, ottomanes, balkaniques et centra-asiatiques. Raluca Muresan, vous êtes docteur en histoire de l'architecture, chargé de cours à Sciences Po Paris. Vous avez également été chargé de collections hongroises et roumaines à la BULAC et saurez nous rappeler le lien qui existe entre les collections de la BULAC et la présentation de ce soir. Au nom de toute l'équipe de la BULAC, je tiens à nouveau à vous remercier tous les 4 très chaleureusement pour votre présence. Je cède à présent la parole à nos invités. Merci. Merci. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs, la BULAC, qui ont accepté d'intégrer cette présentation dans leur cycle, un livre des collections. Alors, le lien entre le livre de Miklos Sekei et le cycle un livre des collections est plus qu'évident. Le fonds hongrois de ce qui était avant la bibliothèque, la BIOLO, la Bibliothèque interuniversitaire des langues orientales, remonte à 1931 et donc cela est parallèle au début de l'enseignement de cette langue à l'école des langues orientales, où l'on retrouvait donc le professeur Aurélien Sauvageau. Le fonds hongrois, qui compte plus de 8500 ouvrages, plus de 70 revues, comporte plusieurs publications sur les arts décoratifs, sur le folklore, mais aussi sur les pavillons hongrois aux expositions universelles, ou encore des ouvrages sur la construction nationale en Hongrie ou en Europe centrale plus largement. Alors, toutes ces problématiques sont étroitement liées au sujet de ce livre. Alors, j'aimerais également remercier chaleureusement l'Institut hongrois, représenté ici par Madame Emma Bornai, attachée culturelle, donc pour le soutien à cet événement. Et enfin, je remercie chaleureusement donc aux 3 personnes qui nous font l'amitié d'être présents ce soir pour discuter donc de ce livre qui constitue un événement éditorial important dans le domaine de l'histoire de l'art, mais pas que, de l'histoire urbaine, de l'histoire de l'enseignement également en Europe centrale. Donc, il s'agit du livre de Miklos Sekei qui nous a fait le plaisir de venir spécialement de Budapest pour le présenter. Donc, son titre, comme vous l'avez déjà vu, Schools and Museums of Modern Design in Transylvania Around 1900, donc écoles et musées d'industrie et ou de design moderne en Transylvanie autour de 1900. Alors, il nous a semblé important de lui consacrer un temps d'échange, peut-être pour trois raisons principalement. Donc, premièrement, le livre explore un sujet très peu connu. Donc, il y a peu de publications consacrées aux écoles et musées d'industrie ouvertes en Transylvanie à cette époque. Deuxièmement, ce travail repose sur des archives aussi diverses que difficiles d'accès, du fait des multiples dispersions des documents, mais aussi des collections de ces anciennes institutions
au gré des changements des régimes politiques, mais aussi des changements de rattachement de la Transylvanie entre la Hongrie et la Roumanie. Enfin, et peut-être surtout, c'est un ouvrage qui déploie une méthodologie très originale qui permet non seulement de retracer les acteurs, mais aussi les conditions de la formation professionnelle de plusieurs corps de métier, et qui permet de relever plusieurs points en quelque sorte d'apparente tension. Et ce sont, à mon avis, surtout ces points-là qui sont absolument passionnants. Donc, d'un côté, une tension entre la dimension centralisée de ce système d'école, qui avait un curriculum décidé au niveau central au sein du ministère de Commerce de Hongrie, et les adaptations et les intérêts locaux dans les 4 villes de Transylvanie que Miklós Székely approfondit dans son livre. Et puis, il y a aussi la tension entre le soutien de l'artisanat, couplé à l'intérêt pour le folklore, et l'engagement sur la voie de l'industrialisation. Et donc, voilà. Alors, j'en dirai pas plus pour ne pas gâcher la suite des présentations. Je dirais seulement que aujourd'hui, vous pouvez acheter un exemplaire si jamais vous le voulez. Donc, j'ai compris que l'auteur a quelques exemplaires. Avant de passer à la discussion, je vais présenter rapidement nos intervenants et donc annoncer également l'organisation du débat. Miklós Székely est chercheur à l'Institut d'histoire de l'art du Centre de recherche en sciences humaines de l'Université ETH Lorand de Budapest. Il est à la fois historien de l'architecture et historien du collectionnisme. Il travaille actuellement sur l'enseignement du dessin en Transylvanie au XIXe siècle. Donc, il a d'abord été curateur au Ludwig Museum avant d'intégrer donc l'Institut d'histoire de l'art en tant que chercheur. Et c'est donc en quelque sorte grâce à cette double casquette qu'il aborde cette recherche sur les écoles et les musées d'industrie dont il nous parlera aujourd'hui. Alors, parmi les autres livres qu'il a publiés, je rappellerai la monographie du musée d'industrie François-Joseph de Kolozsvár, donc aujourd'hui Cluj, ainsi que l'ouvrage issu de sa thèse qui est dédié au pavillon de la Hongrie aux expositions universelles à la fin du XIXe siècle, donc ouvrage intitulé Az ország tükrei, donc les miroirs du pays, ouvrage qui se trouve d'ailleurs dans les collections de la Bulac. Catherine Aurel est directrice de recherche au CNRS, rattachée donc au laboratoire CETOBAC de l'EHESS et est également présidente de un International Committee for Historical Studies. Elle a longuement travaillé sur l'histoire contemporaine de l'Europe centrale, notamment sur l'histoire sociopolitique, urbaine, militaire et l'histoire des Juifs dans l'Empire austro-hongrois et surtout en Hongrie. Alors, parmi ces nombreuses publications, peut-être je rappellerai 2. Son dernier livre, où elle analyse la multiculturalité dans 10 villes de l'Empire, Multicultural Cities of the Habsburg Empire, Imagined Communities and Conflictual Encounters, paru en 2023, qui se trouve également dans la collection de la Bulac, ainsi que l'étude consacrée à l'histoire de la nation hongroise, parue en 2021. Ensuite, Daniel Barik est maître de conférence HDR à Sorbonne Université au sein de l'UFR d'études slaves. Historien et agrégé d'allemand, il a travaillé d'abord sur le rapport entre langue et construction identitaire, recherches qui ont nourri l'ouvrage issu de sa thèse de doctorat, Langue allemande, identité croate, au fondement d'un particularisme culturel, paru en 2013 et qu'on a également ici, dans cette maison. Depuis près de 10 ans,
il étudie l'élaboration d'une politique du patrimoine archéologique dans l'Empire austro-hongrois, ainsi que la place de l'archéologie dans les récits nationaux. Donc, je noterai à ce propos l'apparition très prochaine de son ouvrage sur une histoire comparée de l'archéologie en Transylvanie, Dalmatie et Bosnie-Herzégovine, qui est issu de son âge d'R, donc intitulé Antiquité et société entre Empire habsbourgeois et nouveaux États, entre 1830 et 1940. Donc, on a hâte de découvrir également votre livre. Alors, concernant l'organisation du débat, nous procéderons en 3 temps. Donc, on invitera d'abord l'auteur à présenter brièvement son livre. Ensuite, nous écouterons Catherine Aurel et par la suite, Daniel Barrick. La parole donc, est à Zekai Miklos. Merci Raluca. Bonsoir à tout le monde, chers collègues, chères conférences. Je voudrais remercier tout d'abord à mes chers collègues de Paris pour la réalisation de cette conférence. Maintenant, je vais présenter brièvement ce livre qui est donc le résultat de 10 ans de travail. La recherche a été liée à l'histoire des arts décoratifs en Hongrie, dont l'institution principale était le Musée des arts décoratifs, qui était un musée et une école dans le même bâtiment, suivant le modèle de South Kensington. Il faut aussi mentionner qu'on peut observer une influence très forte des arts décoratifs anglais et français dans la collection d'art nouveau qui s'est formée vers 1900. À part du musée des arts décoratifs à Budapest, il existe 3 musées industriels dans le pays, un à Budapest, un à Kolozsvár Cluj et un à Marosvásárhely Térgumureș. Celui de Kolozsvár a partagé son édifice avec l'école de la construction de l'industrie métallique et du bois. Les 2 photos que vous pouvez voir sur l'écran sont les 2 seules qu'on connaît sur l'intérieur de cette école. La cohabitation du musée et de l'école a duré une décennie. Pendant ce temps, la collection du musée s'est tellement agrandie qu'un nouvel édifice a été nécessaire. On peut distinguer, historiquement parlant, 4 collections au sein du musée de Kolozsvár, une collection industrielle suivie de celle des objets japonais, puis une collection ethnographique et finalement la collection des arts décoratifs contemporains. On peut observer une très forte perte des sources originales dans le cas du musée de Kolozsvár. On connaît seulement les registres entre 1910 et 1918, donc les photos que vous voyez sont des sources de base pour la datation des objets, dont les quelques douzaines qui sont restés de la collection originale, composant de plusieurs milliers, sont conservés aujourd'hui dans le Musée national de l'histoire de la Transylvanie. Il faut aussi mentionner une autre mission de ces institutions, notamment le soutien de la politique expansionniste du ministère hongrois du Commerce. Dans le musée de Kolozsvár, il y a eu une collection porcelain exportée dans la cour ottomane, tandis que dans le musée de Marosvásárhely, il y a eu une collection des objets d'artisanat, des objets quotidiens de House Industry, des Pays-Bas Kalink, donc la Roumanie, la Serbie et la Bulgarie, pour les reproduire avec la technologie plus développée, plus avancée enseignée dans ces institutions. En parlant des écoles, il faut bien mentionner les élèves eux-mêmes qui travaillaient dans les ateliers. C'est bien évidemment les sources textuelles qui témoignent le plus en détail de leur statut social, de leur éducation, mais il y a quelques photos qui représentent les élèves travaillant dans les ateliers. Je vous en présente maintenant 3 au total, 2 sur cette image et 1 sur la suivante. Et celle-ci, la 3e, est peut-être la plus intéressante parce qu'elle fait partie de la collection photographique très considérable qui est conservée aujourd'hui dans le musée de comté de Maros. Le cas de Térgumureș Marosvásárhely est très spécial, non seulement parce que c'était le lieu du premier musée de technologie en Transylvanie, mais aussi
à cause de la composition des matières enseignées dans l'école de la ville qui était étroitement liée au musée. L'école de construction de métal et de bois représente une composition caractéristique des grandes villes, pas des villes de taille moyenne que Marosvásárhely était à l'époque. La ville de Marosvásárhely, Tirgumureș, est connue aujourd'hui mondialement pour son architecture Art Nouveau. L'école était à le service du développement grandiose du maire György Bernadi. J'ai consacré tout un chapitre à sa politique urbaine et culturelle. Le maire, à travers des dettes énormes et constructions symboliques, a transformé la ville en un véritable centre régional du commerce et de l'industrie. Rien n'illustre plus clairement le changement technologique considérable que la contribution de la ville même à ses propres grandes constructions publiques. Au début des années 1890, c'était seulement la maçonnerie du bâtiment du musée technologique qui a été achevée par les ouvriers locaux, tout le reste par les architectes et artisans de Budapest. 15 ans plus tard, lors des constructions initiées par le maire, comme la mairie ou le palais des arts, la majorité des travaux de construction et de décoration ont été réalisés par les professionnels locaux. Mais les inventions dans l'espace urbain elles-mêmes ont influencé le changement rapide du milieu professionnel de cette ville. Initié par le directeur de l'école, Jakob Fekete, l'atelier public à droite sur cette photographie juste à côté du bâtiment de l'école, comme son nom indique, était ouvert aux industriels et professionnels locaux pour comprendre, essayer et même utiliser les machines et les matériaux plus récents lors de leur travail. Il n'existe pas de cas similaires dans le monde de ces écoles. La fondation des écoles, souvent un enjeu politique de Budapest, a aussi envisagé le développement des régions rurales. Le cas de Zalatna ou Zlatna représente un cas très spécial. On a créé une école dans un village de montagne, une école industrielle de double profil, celui de sculpture industrielle et de taille de pierre pour former des lapidaires. Ce dernier était une branche des arts décoratifs. Les élèves ont créé dans les ateliers, par des machines jamais vues auparavant dans ces milieux ruraux, des objets de décoration ou d'usage quotidien d'un prix raisonnable pour répondre aux exigences de la petite bourgeoisie. Les objets provenant de l'atelier de sculpture de l'école ont été déposés dans le grenier du bâtiment, suivi d'un changement de profil d'éducation après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont été oubliés pour plus de 60 ans. C'était des véritables fouilles archéologiques qu'on a dû faire pendant l'été de 2016 pour ramasser les fractures de ces travaux d'élèves en plâtre et en pierre. Ce que vous voyez maintenant, c'est le résultat de 2 années de restauration. Les sources textuelles témoignent des efforts de l'administration centrale hongroise de créer une éducation professionnelle en soutenant la créativité personnelle et la fantaisie des étudiants de ces écoles. La collection de Zlatna est importante non seulement parce que c'est la collection plus grande qu'on connaît de ces écoles, mais les objets sont des preuves du travail quotidien dans les ateliers et de ce principe d'éducation. Si Zlatna pourrait être reconnu pour ses objets, Székelyudvarhely ou Odorhely Székelyek significatif pour 2 autres types de collections. La première est celle de la famille Kovács, ancienne famille de photographes locales qui possède même aujourd'hui plusieurs douzaines de photographies de l'école. La dernière est celle des sources écrites de valeur archivale, les registres de l'école qui sont perdus pour toutes les autres institutions. Comme l'atelier public de Marosvásárhely, cette école de l'industrie de la pierre et de l'argile à Székelyudvarhely est connue pour une autre raison. C'est notamment son laboratoire chimique
qui a été également ouvert aux artisans locaux pour faire des essais de vernis, à part bien sûr de servir les objectifs d'éducation. Le cas de Brașov aurait pu être un cas très excitant dans le livre. Cette ville était à l'époque le point de rencontre du nationalisme culturel hongrois, allemand et roumain. Mais malheureusement, à cause de la manque quasi totale des sources, l'analyse approfondie n'était pas possible. Je vous présente ici les deux objets qui nous restent de l'activité de l'école, le carnet de croquis et œuvre de maîtrise de János Máté Stöycs, une figure très importante de l'avant-garde hongroise. Les années 1890 ont marqué la grande vague de fondation de ces écoles et de ces musées. Seulement 12-15 ans sont passés après, et à l'exposition internationale de Milan de 1906, ces institutions ont reçu une attention très particulière de la part de la presse internationale. J'ai consacré le dernier chapitre à ce phénomène. Je vous remercie pour votre attention. Merci Miklós Székely pour cette présentation. Alors, je vais passer la parole à Catherine Aurel. Merci Raluca, merci à tous d'être présents, et puis merci à Miklós Székely surtout de nous avoir donné ce très bel ouvrage qui, comme il l'a mentionné au début de son intervention, fait un panorama sur des questions qui sont encore très très peu traitées, y compris dans l'ensemble de l'ancienne monarchie des Habsbourg. Et donc, je vais vous proposer très rapidement quelques réflexions qui sortent de la Hongrie et de la Transylvanie, mais pour bien resituer toute cette tendance vers l'enseignement des arts appliqués, l'enseignement technique, lié avec la modernisation, le développement urbain, le développement de l'enseignement, du coup, forcément, et la modernisation. Et en même temps, c'est ce qui est intéressant, et on voit bien dans le livre le contraste entre à la fois un désir qui n'est pas que hongrois, ni transylvain, de préserver le folklore. Alors, la question, c'est de quel folklore parle-t-on et qu'est-ce que c'est que le folklore dans ce contexte ? Comme vous le savez, il s'agit très largement, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, d'une invention de la tradition. C'est-à-dire qu'on va aller chercher dans les villages, dans le monde rural, ce qui est potentiellement l'art populaire, l'art vrai, l'art spontané, et pas l'art savant, l'art des élites et qu'on trouve dans les musées. Donc, on va collecter systématiquement les motifs des broderies, des vêtements, la façon de fabriquer les meubles, et on va construire à partir de tout cela à la fois un patrimoine ethnographique. Alors c'est la deuxième partie du 19e siècle, c'est vraiment la vogue ou la vague, comme on veut, ethnographique, avec des publications diverses et variées qui montrent alors le paysan magyar, sicule, Székely, le paysan saxon, le paysan roumain, etc., avec les costumes, etc. Et on va, à partir de ces recherches, essayer de reproduire donc dans l'enseignement des arts appliqués ces motifs prétendument originaux. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que le livre nous montre justement comment on passe d'un enseignement de ces arts dits populaires, ethnographiques, folkloriques, traditionnels, à une création en masse, c'est-à-dire à une industrialisation. Et on va retrouver ça très largement dans pratiquement tous les pays de la monarchie des Habsbourg. Et on va retrouver cela décliné sous deux formes, qui sont précisément celles que traite le livre. Les musées. On va
dans les musées, enfin, on va créer des musées d'art appliqué. Et sur le plan sémantique, c'est intéressant parce qu'en français, on dit art appliqué et puis plus tard, on dira art décoratif en France. Dans le contexte austro-hongrois, on parle d'art industriel ou de art et industrie. Alors en allemand, c'est Kunst und Gewerbe, Schule ou Museum, donc école et ou musée. Et en Hongrie, on va avoir, comme le hongrois est une langue agglutinante, on va agglutiner les deux termes et on va faire iparművészet. Donc l'art industriel. Ce qui veut nous dire que potentiellement, ces objets pourront être des objets de consommation de masse. Et comme Miklos Sekei vient de le dire, ça va permettre à des populations qui ne sont pas éduquées, entre guillemets, à l'art, de pouvoir quand même acheter des objets qui sont créés dans le cadre de ces écoles et qui sont ensuite montrés dans les musées. Donc, c'est ce que montre bien le livre dans un contexte qui est très local, dans le contexte de la Transylvanie. Et là, autre force du livre, c'est de montrer qu'il y a une volonté de l'État hongrois, de créer ces objets, cet art particulier, qui est censé être un art hongrois, évidemment. Là, il y a toute une dimension nationale qui joue là-dedans. Et je voudrais d'ailleurs remettre en parallèle ce livre avec un livre précédent de Miklos Sekei, mais que Raluca Mureșan a cité, qui est les miroirs de la nation, Az ország tükrei. Alors, on va traduire ország par pays ou nation, mais bon, c'est pas nemzet, c'est ország, mais en fait, c'est bien pour montrer l'originalité, l'ingéniosité, la typicité de l'art hongrois dans les expositions universelles. Et là, l'auteur, en quelque sorte, fait le lien entre ces deux travaux. Donc, il y a une centralité, un centralisme. L'État hongrois veut créer cet art national qui se décline sur un vaste horizon de création. Il y a évidemment l'art appliqué, mais il y a aussi, comme vous pouvez vous l'imaginer, il y a l'architecture, etc., qui reprend les éléments dits folkloriques et originaux, qui est intéressant. Et il y a les réalités locales. Et là, c'est la grande force du livre de montrer que dans chaque endroit qui est traité par le livre, il y a un agenda local. On reçoit des directives ou des injonctions ou des demandes d'action de la part de Budapest, de la part du ministère, mais il y a les réalités locales qui doivent être prises en compte avec des intérêts locaux, des situations locales qui sont tout à fait différentes. Parmi notre public, certains savent certainement que la Transylvanie est une terre multiculturelle, multireligieuse, une diversité énorme. Et du coup, dans ces localités, on a affaire à une population qui n'est pas que magyar, et on va avoir, c'est l'intérêt justement de regarder les annuaires de toutes ces écoles et les petits dans l'Empire des Habsbourg, on a la chance d'avoir comme type de source les annuaires de toutes les écoles possibles et imaginables, tous les lycées, Ce qui permet, comme il l'a dit, d'avoir les noms des élèves, d'où ils viennent, qui ils sont, quelle est la langue quelle est la langue maternelle, etc. Et ça permet de voir que finalement, dans le contexte local, ces élèves et ces créations qui sont demandées par le ministère pour fournir un art magyar sont produites par des gens qui ne sont pas tous des magyars ou des magyarophones, et on a donc un décalage très évident entre
ce que veut Budapest et ce qui se passe sur le plan local. Et ça, vous pouvez le décliner sur d'autres sujets que ce sujet de l'art appliqué. Donc, il y a des sujets qui sont traités dans le livre et qui sont particulièrement intéressants. Et je vais finir en posant peut-être 2-3 questions sur lesquelles on peut rebondir. Donc, alors, on a parlé de Marosvásárhely parce que c'est vraiment un des endroits. Alors, allez-y si vous ne connaissez pas, parce que il a été créé à Marosvásárhely des institutions tout à fait particulières comme un palais de la culture, un hôtel de ville absolument fantastique. Alors ça, on en trouve d'autres exemples dans d'autres villes du Royaume de Hongrie et ça pourrait être très très intéressant aussi de comparer. Il y a eu quelques études de Ilona Sharma-Parsons sur les hôtels de ville, par exemple sur les mairies, créées de façon très représentative et dans ce style Art Nouveau, qu'on va trouver aussi, alors de façon très intéressante, à la fois dans le cœur du pays, je pense à Kecskemét par exemple, mais aussi dans les marges. Et je pense à Szabadka Subotica, bien évidemment. Je pense aussi à Nagyvárad Oradea. Voilà, avec cette mise en avant de l'Art Nouveau. Donc, derrière ma question, c'est pourquoi la Transylvanie, en fait? Pourquoi c'est en Transylvanie que va s'exprimer aussi bien cette forme d'enseignement et cette forme de créativité? Donc, j'ai quelques pistes de réponse, mais j'aimerais bien avoir l'avis de l'auteur. Et puis, une petite question qui est sous-jacente, c'est donc qui sont les élèves de ces écoles? Voilà, on a vu tout à l'heure l'exemple d'un grand artiste, Teutsch, qui a été élève d'une de ces écoles. Donc, c'est intéressant de voir les carrières, effectivement, des élèves. Et puis, dernier sujet que je trouve particulièrement intéressant à mettre aussi dans un contexte plus large, c'est le sujet de créer des objets qu'on va exporter. C'est-à-dire promouvoir la Hongrie comme lieu qui va produire des objets d'exportation pour les Balkans et pour l'Empire ottoman. Donc il y a à la fois une envie de s'imposer dans la politique générale de l'Autriche-Hongrie qui est de s'imposer dans les Balkans en tant que grande puissance politique, mais aussi économique. Et donc ça, c'est très intéressant de le voir à une échelle toute petite, de le voir à une échelle de production d'objets qu'on va espérer vendre aux élites stambouliotes ou sofiotes ou autres. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Et il y a aussi sur ce sujet très peu de choses. Parce que l'histoire du commerce, ça n'a jamais été quelque chose de franchement riant pour les historiens. Et là, il y aurait vraiment beaucoup de choses à faire sur cette implantation économique, mais aussi par le biais d'objets, d'objets d'art appliqué, justement. Merci. Bien, donc je vais prendre la parole. Alors, pour ma part, je vais compléter un petit peu ce qui vient d'être dit à partir donc des études qui ont été les miennes ces derniers temps autour de la Transylvanie notamment et de la question de l'archéologie. C'est quelque chose qui m'a frappé. Alors, quel est l'objet du livre? Eh bien, je dirais qu'il faut d'abord regarder ce livre comme un objet. Il faut le voir comme quelque chose qui est construit par une nécessité qui est, comme l'a dit l'auteur, de travailler sur des sources. Et quand il n'y a pas de source, il n'y a pas de chapitre.
Et donc, on a des chapitres lorsqu'il y a des sources. Il y a une introduction qui nous permet de nous plonger dans Budapest, dans ce centre névralgique. Et puis après, on part en exploration dans la Transylvanie, dans les grandes villes, Kolozsvár, et puis on va vers les plus petites villes, Marosvásárhely, et puis après Zolotno. Donc on va s'enfoncer dans une réalité transylvaine que l'on connaît de moins en moins, qui est de plus en plus difficilement accessible. D'ailleurs, même le chemin de fer n'arrive que difficilement et tardivement dans les villes les plus modestes que Miklos Székely décrit à travers les écoles d'art appliqué. Donc c'est un livre qui fait voyager à travers la Transylvanie. Je dirais que le lecteur peut aussi très librement se mouvoir dans ce livre et commencer un chapitre, en sauter quelques-uns, aller vers ce qui l'intéresse, et chaque chapitre fonctionne de manière tout à fait autonome, et on a à chaque fois une étude sur un cas qui nous permet en fait de retrouver des thématiques qui sont celles qui sous-tendent l'ensemble de l'ouvrage. Ce parcours textuel est accompagné de manière vraiment remarquable aussi par un choix iconographique. Il y a des cartes qui sont contemporaines des sources, et ça c'est très important parce que on est dans un univers impérial, et donc ce n'est pas la carte de la Hongrie ou de la Roumanie que l'on a pour nous accompagner, mais c'est bien la carte de l'époque de l'Empire habsbourgeois, avec des couleurs, avec donc des reliefs qui apparaissent, et donc c'est une réalité qui nous accompagne en avançant dans la lecture. On a ces sources visuelles qui nous permettent de rentrer de manière plus concrète encore dans cet univers. Il y a des photographies, alors des photographies d'époque, certaines sont contemporaines, il y a des portraits, il y a des lieux, et puis surtout il y a les objets, évidemment. Les objets, c'est le cœur de cet ouvrage. Il y a des documents d'archives, des plans au sol notamment. Donc toute cette iconographie est vraiment très importante pour s'imprégner du sujet de l'ouvrage, et elles sont très clairement et très utilement légendées. Donc on est dans une exploration sensible, images et textes se complètent, et donc la mise en page de tout cela est particulièrement soignée. Et donc cet ouvrage, dans son achèvement, je dirais artisanal, en tant qu'objet façonné par un éditeur, un maquettiste, une traductrice, tout cela, ça reflète l'effort des artisans qui sont le sujet de l'ouvrage. Donc, un ouvrage impeccable qui souligne donc l'importance de la formation initiale pour faire un travail de qualité. Alors, Catherine Aurel l'a dit, on est devant un panorama, et c'est vrai qu'on a une vision panoramique. Il y a de la mobilité qui est décrite. Alors, la mobilité, ce sont d'abord les idées, puisque on a parlé du contexte habsbourgeois, mais disons d'abord que ce que montre Miklos Székely, c'est qu'il y a au départ, quand même, de ce mouvement européen, les îles britanniques, le South Kensington, le musée qui devient le Victoria and Albert. Donc, il y a quand même ça, cette généalogie britannique, et qui est adaptée dans le contexte habsbourgeois. Et c'est vrai que ce contexte habsbourgeois façonne à sa manière, aux quatre coins de l'Empire, sa propre réception de ce mouvement Arts and Crafts britannique. Et puis, il y a bien sûr les configurations locales,
Et puis, il faut penser aussi à des configurations qui se déploient dans le temps. On vient d'en parler un petit peu sur les dénominations. Et ces dénominations, elles changent, puisque à Vienne, ce qui était ce qui était appelé Kunst und Gewerbe, maintenant c'est le MAK, Angewandte Kunst. Donc, on est arrivé aussi à une dénomination arts appliqués. À Prague, c'est le Umělecko průmyslové. Donc, en fait, on a les deux, art et industrie. En Croatie, à Zagreb, c'est primieniene umjetnosti, art appliqué. Mais tout ça sont des mots qui changent. Et justement, Miklos Sekej décrit finalement des musées qui sont en mutation permanente. Ce sont des musées qui ont des noms. Et à l'intérieur de ces bâtiments qui portent un nom, et un nom qui change d'ailleurs à un moment donné, il y a des réalités qui changent. Donc ça nous invite à être très prudents sur des idées préconçues sur ce qu'est un musée, et ça nous fait rentrer dans la fabrique du musée. Et c'est quoi la fabrique du musée? Ce sont des institutions où on crée un lieu qui accueille des objets, mais finalement, il y a toute une projection autour de ce qu'est le musée. C'est ça que je trouve très intéressant. L'une des choses très intéressantes dans l'ouvrage, c'est qu'on voit qu'il y a des projections qui changent. On n'est pas du tout fixé sur une idée de ce que doit être un musée des arts décoratifs. Et la variété de ce paysage muséographique, tel qu'il est présenté dans cet ouvrage, peut servir, à mon avis, aussi à une introduction plus générale, une sorte de guide à ce que sont ces musées donc d'art décoratif à travers toute la monarchie, et qui sont, je crois, à Vienne, à Budapest. Bon, Budapest, évidemment, on attend impatiemment une rénovation qui remettra ce musée à la place qui lui revient dans le contexte européen. Mais celui de Prague a été récemment rénové, et c'est un lieu absolument splendide. Celui de Zagreb est en rénovation en ce moment également. Et donc, ce livre peut servir au lecteur et à l'historien comme guide pour réfléchir à la particularité de ces musées. Donc, Catherine Aurel a posé la question de la spécificité de la Transylvanie, mais il y a peut-être une spécificité de l'ensemble de la monarchie habsbourgeoise dans le soin accordé à ce type de musée. Alors, la mobilité, comme je le disais, c'est, me semble-t-il, un des aspects fondamentaux qui sont présentés. La mobilité, ce sont aussi, on l'a dit, ces objets qui sont, pour certains, conçus pour être exportés. Et il y a aussi une vision plus globale, et il y a un très beau chapitre sur les objets qui viennent du Japon. Donc, il y a le japonisme. Et ce qui est très intéressant, c'est que les objets japonais ne sont pas forcément acquis au Japon, mais il y a un filtre français. C'est-à-dire que on acquiert des objets japonais par des voyages, non pas forcément toujours au Japon, ça existe, mais aussi par le marché de l'art français. Et donc, il y a ce reflet du japonisme français dans les collections transylvaines qui est un phénomène tout à fait intéressant, donc de cette ouverture vers le monde, mais qui en fait est quand même biaisé par les chemins du marché de l'art vers 1900. Et puis aussi, phénomène global, les expositions, les grandes expositions, les expositions universelles, les expositions d'art industriel en Italie, ailleurs. On voit bien que tout ça, c'est en train de se globaliser. Donc, à la fois, on est dans du local, et en même temps, en fait, le livre montre bien qu'on est déjà dans une histoire globale du marché de l'art. Alors, vision panoramique, d'une part, et vision de près, puisque finalement, donc, on a ces micro-études à partir des sources disponibles. Et je veux dire que l'un des plaisirs que j'ai eu moi en tant que visiteur de ces musées et puis historien, c'est la franchise avec laquelle Miklos Sekej présente ses sources. Je trouve que c'est vraiment très intéressant de voir la lacune.
C'est-à-dire qu'on ne tourne pas autour du pot. Il y a des choses et il y a des choses qu'il n'y a pas. Et ça, c'est très intéressant parce que, comme l'auteur nous décrit aussi des moments où il y a discontinuité dans les sources, eh bien, on se rend compte que finalement, voilà, cette histoire, c'est une patrimonialisation qui est arrêtée à certains moments, et c'est quelque chose qui est parlant, qui veut dire quelque chose. Et à chaque fois, donc, on a des cas de figure différents. Une suite de micro-études qui nous permet de rentrer dans des profils particuliers avec des individus, des structures, des collections donc très particulières. Et on a aussi ce terme que je trouve tout à fait intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est l'invention de Miklos ou pas, le terme de non-musée, non-museum. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on a des musées, mais qui en fait ne sont pas des musées. Et donc le livre montre bien qu'il se passe autre chose. On ne montre pas, ce n'est pas un endroit où on garde des objets dans une perspective pérenne. Ce sont les officines, les fabriques locales qui sont exposées. Et donc, en fait, on a immédiatement une production industrielle locale qui est exposée. Donc, chaque institution nous apparaît dans chaque établissement, chaque institution nous apparaît dans son profil tout à fait particulier, et on a la montée en puissance de l'ornement. Donc, je le disais, la vision de près, l'ornement, c'est-à-dire le détail, le geste esthétique qui n'est pas sans importance, qui est loin d'être gratuit, et donc on a le dévoilement de ce mode de fonctionnement de la vie transylvaine hongroise dans ce décor. Donc on a les coulisses de la fabrique d'un décor qui peut nous sembler familier, mais qui en fait sont le résultat de toute une série de décisions, d'emboîtements, qui permettent donc de saisir la richesse matérielle de ces plaques apposées dans une rue, grillage devant une maison. On a vu ces photographies des poêles, des lustres dans un temple et une décoration finalement conçue pour une tombe. Donc bien évidemment, de la naissance à la mort, on a cette présence du design industriel qui se généralise. Il n'y a pas de conclusion à proprement parler dans l'ouvrage, et cela invite le lecteur à travailler avec tout ce qu'il a lu pour bâtir les propres réflexions qui lui viennent sur tous ces micro-histoires qu'il a pu rencontrer dans cet ouvrage. À mon sens, on vient d'en parler un petit peu, mais il y a des éléments qui convergent. Hein. On oscille entre le local et le global, hein, en passant par l'impérial, voire le colonial. On a ce contraste entre un design industriel, très urbain, avec une réalité rurale, qui est le propre de la Transylvanie et de la Hongrie. Et j'en viens à la conclusion que je fais par rapport à mes préoccupations actuelles sur l'histoire de l'archéologie et la manière dont les musées ont en Transylvanie et ailleurs patrimonialisé l'Antiquité. C'est que donc Miklos a travaillé à partir de membra dissecta. Hein. Les archives ne sont pas disponibles pour tout, les artefacts sont éparpillés. Donc, comment est-ce qu'on crée de l'unité à partir de cet éparpillement? Alors, il y a l'une des manières, c'est de fabriquer un objet musée qui est des façades néo-renaissance. Donc, en fait, on a en arrière-plan de tout cela quand même
un antique, un passé antique qui est là. Alors, comme c'est indiqué dans le livre, le musée des antiquités de Budapest à Aquincum a été ouvert en 1894 et on est en plein boom de tout cela. Donc, à Aquincum, les ruines romaines sont là, les colonnades, les foyers d'inspiration romaine, les objets conservés, on voit dans les moulages. C'est un moment très important de création d'un industriel donc du passé romain. Et donc m'est venu à l'esprit cet ouvrage central de l'histoire de l'art aujourd'hui, tel qu'on le considère aujourd'hui, d'Alois Riegel, L'industrie d'art romaine tardive, 1901, qui est une suite d'essais de cet historien en charge du patrimoine dans l'ensemble de la monarchie, vers 1900, qui montre que la hiérarchie esthétique demande à être repensée. Que fait Riegel? Il dit, mais tout ce qu'on estimait comme de moindre importance par rapport aux chefs-d'œuvre de l'art gréco-romain, c'est-à-dire la céramique, c'est-à-dire les motifs que l'on trouve sur les sarcophages, tout ce qui finalement était délaissé, en fait, c'est ça qui est intéressant pour comprendre en profondeur, non pas les grands moments de l'art, mais les sociétés qui ont créé cet art. Et comme cela a été dit, il y a la question qui se pose ici de la réévaluation, puisque on recommence à découvrir tout cela. Et je relève que d'ailleurs Miklos a dit lui-même que ce qui l'a intéressé, c'est ces artefacts, ces choses que l'on pouvait toucher dans les écoles, et en même temps, c'était des lieux de la théorie. Et là, on est en plein dans Riegel, la question de l'art que l'on touche et l'art que l'on voit, c'est-à-dire que l'ouvrage qui nous permet de comprendre comment notre regard a évolué du tactile au visuel, avec un nouveau rapport à la surface. Et encore une fois, le livre est si intelligemment construit que on se meut dans ce livre comme dans un musée, avec cette réflexion que l'on peut avoir sur le regard que l'on peut avoir aujourd'hui sur ces objets qui sont loin d'être anodins. Donc, réévaluer quelque chose, et là j'en viens aussi à une conclusion en forme de réflexion, c'est-à-dire que, là encore, je pense que Alois Riegel est sous-jacent dans ce qui a été dit par Miklos à propos de la fascination que l'on peut avoir pour l'industrialisation de ces objets et l'incitation à la créativité. Donc c'est un peu comme si, je reprends le concept de Riegel, s'il y avait un Kunstwollen dans cette industrie. Et donc, en même temps, Riegel, qui est cité une fois dans l'ouvrage, page 150, à propos de son livre qui justement est consacré au travail de l'industrie, Haus Industrie, Volkskunde, Hausfleisch und Hausindustrie. Donc l'ouvrage est cité, donc c'est quelque chose de tout à fait dans l'air du temps, de réfléchir en tant qu'historien de l'art sur l'industrialisation de l'art. Et en même temps, alors on voit bien que Riegel apparaît ici en tant que conservateur, historien, mais quid de Riegel en tant qu'historien de l'art, puisque en fait, si je comprends bien Riegel dans son livre sur Volkskunde, Hausfleisch und Hausindustrie, 1894, lui est quand même sceptique sur la possibilité de recréer de l'art à partir d'une réalité rurale qui est en voie de disparition. Et donc, en fait, il met bien le doigt sur quelque chose dont Catherine Aurel en a parlé, en fait, de la recréation d'une artificielle
d'un art à partir de quelque chose qui est en train de mourir. Donc ce serait mon interrogation sur qu'as-tu fait, Miklos, de Riegel dans cet ouvrage? Est-ce qu'il était présent quand même d'une manière ou d'une autre, au-delà de cette simple note de bas de page, enfin de demi-page dans l'ouvrage? Voilà pour mes réflexions liminales. Alors, merci beaucoup Daniel Barik et Catherine Aurel pour ces analyses passionnantes. Je laisse la parole à l'auteur. Je vous remercie beaucoup. C'était très, comment dire, je ne m'attendais pas à cette profondeur des réflexions. On a discuté avec Raluca hier soir que c'est toujours un plaisir pour un auteur de voir que les gens lisent ce qu'il a écrit et qu'ils comprennent ce qu'il voulait dire. Donc, ça m'a beaucoup touché. Merci beaucoup. Alors, pour commencer à répondre à Catherine, alors pourquoi la Transylvanie? Premièrement, parce qu'il y a eu des objets à étudier pour moi, comme chercheur. J'ai fait des recherches en Hongrie, en Slovaquie, en Autriche, un peu en Ukraine, dans les écoles, c'était des Gewerbeschule dans la monarchie. Il y a très peu de choses qui se sont conservées. Donc, on considère la Transylvanie comme une terre un peu fermée, ce qui est vrai, mais cette fermeture a des fois des avantages. C'est qu'on conserve, parce que normalement, de quoi on parle? On parle des institutions et des bâtiments d'école qui ont changé de fonction, parce qu'aujourd'hui, même dans les années 20-30, cette sorte de formation est devenue démodée. Donc, bien sûr, il y a eu des nouvelles élèves, des nouvelles technologies. L'école de Zlatna est devenue une école électrotechnique. Donc, bien sûr, on a jeté tout ce qui prenait de la place. Et donc, en Transylvanie, non. Donc, c'est une des raisons. La deuxième, c'est pourquoi? Parce que l'État hongrois, surtout le ministère du Commerce, a eu une très forte volonté de moderniser la Transylvanie et de magyariser culturellement, politiquement. Il faut aussi voir qu'un musée d'art industriel est toujours lié à la conception de la capitale. Donc, on a eu 3. Un à Budapest, la capitale nationale, un autre à Cluj, la capitale conçue de la Transylvanie, et le 3e à Marosvásárhely, la capitale de la terre sicule. Donc, ce genre de musée est toujours lié à une très forte volonté politique de nationalisation et aussi de développement industriel, bien sûr. Les écoles, non. Les écoles, je parle de ces deux sortes d'institutions, mais les écoles, c'est un cas différent parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut donner une formation professionnelle à des élèves dans les régions plus modestes financièrement parlant, où il n'y a pas beaucoup de possibilités. Et donc, il y a beaucoup plus d'écoles d'artisanat comme musées industriels. Et la troisième raison, c'est si vous connaissez la Transylvanie, il y a un grand manque dans ce livre, un grand trou dont je ne parle pas du tout, c'est la terre saxonne, la terre allemande. Pourquoi? Parce que pour des motifs linguistiques, donc c'était des villes et des villages avec une population de langue allemande, ils étaient étroitement liés à des nouvelles inventions et à des nouvelles publications d'Autriche et de l'Allemagne. Donc, on voit paraître les nouvelles technologies en très peu de temps, en mois, dans la terre saxonne comparée à la reste de la Transylvanie. Donc, il n'y avait pas de nécessité de ces institutions, parce que la modernisation a eu
ces voies, je dirais, naturelles, organiques. Donc, il y a aussi ça que certaines parties de la Transylvanie avaient besoin de modernisation centralisée, certaines d'autres non. Et aussi des élèves, il y a une question sur les élèves. C'est très intéressant de voir que les écoles ont attiré les élèves de leur région, surtout 80-90%. Bien sûr, il y avait des élèves du nord du pays, actuellement la Slovaquie, même un à côté de Rijeka, je me souviens, mais c'est majoritairement local. Et peu importe si c'était des élèves hongrois, roumains ou allemands, ou quelle que soit la nationalité, évidemment, la langue d'éducation, c'était le hongrois, mais pas toujours, parce que au début des années 90, quand on a commencé à fondre ces écoles, il y avait un manque de professeurs, un manque de savoir. Donc, on a des cas qu'on invite des professeurs de l'Autriche, de l'Allemagne, de la Bohème, qui ne parlent pas hongrois, donc ils parlent allemand. Et très peu des élèves étaient capables de comprendre. Donc, il y avait un décalage, des années problématiques, je dirais, pour comprendre. Et c'était aussi le cas à Zlatna, où il y avait un professeur d'origine tchèque, Knop, qui a appris le hongrois et qui a dû enseigner les élèves roumains. Il faut aussi savoir que dans ces localités, la connaissance de l'hongrois comme état de langue, ce n'était pas une obligation, parce qu'à partir du berceau jusqu'à l'enterrement, il pouvait très bien mener sa vie sans parler le hongrois, parce que le prêtre était roumain, l'école locale c'était en roumain. Donc il y a eu aussi cette sorte de problèmes linguistiques dans les premières années de la formation des écoles. Et oui, et pour répondre à Daniel, le concept de non-musée, c'était mon concept, parce que j'ai voulu comprendre ce que c'est, parce qu'un musée industriel, c'est bon. Au tout début du concept de musée, c'est pourquoi? C'est pour conserver, c'est pour garder. Si quelque chose entre dans un musée, ça ne sort pas. Bon, aujourd'hui, oui, mais à l'époque, on ne parlait pas encore comment c'est, des acquisitioning. Quand on rend les objets Exposé. Non, quand on rend les objets, je ne sais pas, à l'Égypte ou la restitution. À la restitution. Donc, 19e, ce n'est pas une période de restitution encore. Par contre, ces musées industriels, une fois une technologie n'est plus avancée, une fois un objet est démodé, donc on les vend, ou très souvent on les envoie dans les écoles industrielles où c'est toujours de l'usage, mais ça ne fait plus partie de la collection du musée. Donc c'est vraiment un musée qui n'est pas un musée. C'est pour ça que j'ai inventé la notion de non-muséum, parce que je voulais trouver quelque chose pour décrire un mot, pour décrire ce phénomène. Et pour Riegel, oui, je suis entièrement d'accord. Riegel, c'est un philosophe, un historien, un philosophe. Par contre, le ministère du Commerce de la Hongrie, c'est un homme avec une volonté très concrète. Donc, bien évidemment, ce que Riegel a décrit n'a pas vraiment fonctionné dans la vie. Mais la réalité commerciale, la réalité de créer une politique nationale, ça a obligé les directeurs et les professeurs et toute l'administration nationale à créer une sorte d'éducation nationale et essayer de sauvegarder tout ce qui est de culture paysanne. Mais il faut aussi mentionner que c'était pas
une voie sens unique, parce qu'on a invité des artisans des villages dans ces musées, dans ces écoles, pour deux raisons. Une des raisons, c'était pour enseigner les nouveaux élèves à des techniques anciennes qu'ils possédaient et de leur enseigner l'usage de la nouvelle technologie. Donc, il y a eu un rapport réciproque, je dirais. C'est ce qu'on voit à peu près dans les maisons paysannes de Kaloteszeg, avec toutes ces décorations de bois taillées, sculptées. C'est l'arrivée de la nouvelle technologie et c'est un rapport très, très proche du village à la ville. Donc, oui, Riegel a eu raison, mais la pratique locale, c'est un peu différent. Alors, merci Miklos pour ces très beaux compléments. Peut-être qu'il y a des questions dans la salle. Donc une rapide question pour Catherine Aurel. Vous avez parlé donc de l'invention de la tradition et j'ai senti beaucoup de précautions autour de ce terme-là. Je me demandais du coup, est-ce que les motifs évoqués étaient trop éclatés ou c'était difficile du coup de les qualifier en tant que tels pour parler d'invention? C'était juste sur ce point que je voulais revenir. Oui, alors en fait c'est une question très très vaste. Puisque quand on parle d'invention de la tradition, on entend plusieurs choses, en fait. On entend d'une part, dans le cadre de la cristallisation des identités nationales au XIXe siècle, la nécessité de créer, pour la construction de ces identités nationales, des traditions. Alors, il y a des traditions qui puisent dans des passés mythiques, dans des grands personnages, dans des événements, etc., qui sont mis ensemble pour créer ce que l'on va considérer comme étant l'identité nationale. Et parmi ces éléments qui contribuent à créer un sentiment national et à illustrer aussi la nation, on va aussi aller chercher un patrimoine qui est plus un patrimoine immatériel, qui va être constitué de récits mythiques, de récits légendaires, de chants et aussi d'objets. Et donc, parmi les objets, on va chercher dans les villages où on suppose que se trouve la nature même du peuple qu'on estime être le dépositaire du sentiment national, les objets qui vont être les objets d'origine de la nation. Et donc, ça va passer par la question de la décoration, du décor, que les personnes, donc les ruraux, les paysans, utilisent pour leurs broderies, pour leurs meubles, pour leurs objets du quotidien, la vaisselle, etc., la céramique. Bon. Et ces objets vont être systématiquement collectés, et c'est là qu'on rejoint la muséographie, vont être collectés et vont être identifiés comme étant une broderie saxonne, une broderie slovaque, une broderie hongroise, etc. Et on se rend compte, quand on met tous ces objets les uns à côté des autres, dans un environnement multiculturel, qu'en fait ce sont les mêmes. Et on va retrouver les mêmes couleurs dans les broderies, par exemple, on va retrouver les mêmes types, alors que, au même moment, des élites intellectuelles créent, à partir de ces objets, un objet typique de la nation que l'on veut mettre en avant. Et c'est très intéressant quand on en est au niveau de l'enseignement de l'art appliqué, c'est que dans chaque territoire de la monarchie des Habsbourg, les systèmes d'enseignement de l'art appliqué vont prétendre enseigner l'art appliqué local. Et comme l'a dit Miklos Székely, le problème est que non seulement cet art local, en fait, il est transnational,
ou tout du moins multiculturelle, et qu'en plus, au début de la création de ces écoles, les enseignants n'appartiennent pas au peuple, entre guillemets, censé être l'objet de la création de ces traditions. Donc il y a des exemples dans tout l'Empire, en fait, que ce soit Bollé en Croatie ou d'autres enseignants, effectivement, des enseignants germanophones ou tchécophones ou autres, parce qu'on a parlé de mobilité, il y a une mobilité des élèves, il y a une mobilité des objets, mais il y a aussi une mobilité des enseignants. Et donc, cette tradition, elle est en fait tellement inventée qu'elle est elle-même transnationale. Merci beaucoup. C'est un sujet très très vaste. Oui, mais je me permets de rebondir parce que j'ai l'impression que c'est Camille Cloche a aussi parlé du coup des singularités des enseignants justement, et du coup qui reprenait pas forcément ce récit-là, mais qui ouvrait à des choses plus vastes peut-être. Est-ce que vous souhaitez rebondir? Ou non? Faire un commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, peut-être c'est pas dans le sujet, mais en vous écoutant, je me pose la question, est-ce que le mouvement de Bauhaus aussi, c'est une continuation de art and craft et ce mouvement-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, absolument. C'est très souvent les premiers théoriciens de Bauhaus, comme Itten, il a décrit les mêmes principes qu'auraient été les principes de l'enseignement de l'art nouveau, non seulement en Transylvanie, mais globalement, ou en Europe au moins. Donc toute cette idée de faire des tentatives, des essais, enseigner la théorie de l'art, l'histoire de l'art, et mettre un accent important sur la créativité personnelle, ça s'est enraciné dans les mouvements artistiques du tournant de siècle. Peut-être, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose. Alors, c'est absolument vrai. Il y a un chaînon ou un jalon entre ces éléments. Ce sont les Wiener Werkstätte. Donc, à Vienne, ces ateliers viennois qui sont à la fois des lieux où l'on apprend, parce qu'on peut y venir pour apprendre des arts appliqués, avec d'emblée une volonté de commercialiser, de vendre des objets pour le quotidien, donc des services de vaisselle, des textiles, voilà, en masse, et du coup à des prix réduits, qui permettent à pratiquement tout un chacun d'acquérir ce type d'objet. Et dans les enseignements des Wiener Werkstätte, ça va de la broderie en passant par le graphisme, la production des cartes postales, etc. Et on va retrouver ce type d'enseignement en partie dans l'école du Bauhaus. Donc c'est absolument lié. C'est un mouvement qui a une continuité tout à fait évidente. Oui. Si je peux ajouter une chose, c'est la grande différence entre l'approche autrichienne et l'approche hongroise est justement l'approche de Wiener Werkstätte, de cette popularisation, faire des objets, vendre des objets à un prix modeste, pendant que dans les ateliers de l'art nouveau hongrois, c'était toujours un objet unique, assez cher. Donc ça n'a pas aidé la popularisation de l'art. Ironiquement, c'est à Zlatna, dans cette petite localité de population roumaine, où on voit la taille de pierre qui est assez proche à la mentalité de Wiener Werkstätte au Bauhaus, mais bien évidemment, c'était une exigence économique, pas une forte théorie artistique.
Merci pour ces compléments très très passionnants. Donc en effet, il y avait ce lien direct, et on sait que Walter Gropius avait invité à Dessau des représentants des Wiener Werkstätte, dont Otto Wagner, et il y avait aussi un lien avec le mouvement du Cercle de Vienne. Donc, qui a été actif à cette période. Bon, je me permets de compléter. Et bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste pour compléter encore la discussion, on est en plein encore dans l'actualité parce que aujourd'hui, justement, lorsqu'on va dans ces musées d'art décoratif, qu'est-ce qu'on trouve en fait? Ce sont des rééditions de ces choses-là. Hein. À Vienne, Prague, on vend en fait dans les musées d'art décoratif des rééditions de cette époque-là. Donc on voit bien qu'on est dans un endroit absolument central, et là c'est de l'industrie puissance 2, c'est-à-dire qu'on refait industriellement ce qui a été fait déjà il y a un siècle. Il faut juste passer au musée de l'art décoratif ici à Paris, où on peut voir une exposition sur Art déco, en référence sur cette exposition qu'il y a eu il y a 100 ans, avec la reconsidération de l'Art nouveau comme un style historique, parce qu'il y a une expo sur comment s'appelle ça, ce train qui allait à Bagdad. Orient Express qui est recréé dans un style nouveau art déco ou art déco historiciste, je ne sais pas comment ça on peut appeler. Donc ça se passe maintenant devant nos yeux. Moi, j'aurais une question concernant... je me demandais comment vous voyez la continuité de cet enseignement des arts appliqués aujourd'hui, dans un contexte où moi je parle du champ de l'architecture puisque j'ai été diplômée en architecture, où j'ai l'impression qu'on commence de plus en plus à s'intéresser aux aspects artisanaux des techniques de construction. Et je me demandais surtout si vous voyez encore une possibilité d'existence de cet enseignement des arts appliqués dans les milieux ruraux. Voilà, je pense à la Transylvanie, mais je peux penser à d'autres endroits aussi. Pour la première partie, merci pour la question tout d'abord. Je dois dire que je ne peux pas répondre à la première partie, simplement parce que je ne travaille pas dans les milieux de formation d'architecture aujourd'hui, donc je ne vois pas les tendances. Mais si on pense justement à cette exposition sur Orient Express, moi, j'étais très étonné de voir cette exposition hier, parce qu'il y a toute une fouille, toute une recherche pour les techniques de l'époque, pour la recréation exacte, mais à la fois contemporaine, moderne, de l'ancienne décoration ou des anciennes décorations de ces wagons, de ces wagons-lits et tous les objets qu'on a utilisés. Donc je pense que c'est comme la plupart des choses dans l'histoire de l'art, il y a des vagues, et donc on est de nouveau dans une vague de comment dirais-je, de tourner vers le passé et de comprendre la technique et la philosophie artistique d'une époque précédente qui est ce qui est intéressant pour moi dans tout ça, c'est que maintenant on retourne à un art qui s'est considéré moderne. Parce qu'auparavant, on a toujours retourné à une période où on ne pouvait pas forcément voir ce lien avec
la définition de la modernité de l'art ancien qu'on essaie de réinterpréter. Mais maintenant, après juste 100 ans, c'est passé, on va de passer de nouveau. Et je trouve que ça peut être partie de l'éducation de l'architecture parce qu'il y a des techniques qu'on oublie. Bien évidemment, parce qu'il y a des maîtres qui meurent et il y a une nouvelle technologie. Donc, même aujourd'hui, je suis sûr si on pourrait refaire tout ce qu'on a réussi à faire il y a une centaine d'années, parce que simplement, c'est perdu. Moi, je pourrais ajouter un exemple pour répondre à cette question. En lisant le chapitre sur Zlatna, je pensais à une école de taille de pierre qui existe à peu près depuis l'époque où a été fondée celle de Zlatna en Croatie sur l'île de Brač, donc dans l'Adriatique. C'est une école qui a été fondée à côté d'une carrière qui existe depuis l'Antiquité, avec une pierre très blanche et que l'on peut tailler donc depuis des millénaires. Et cette école a été professionnalisée à l'époque habsbourgeoise et elle a eu une continuité jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai entendu récemment qu'ils cherchaient des partenariats avec des écoles dans le cadre Erasmus. Donc en fait, il y a aujourd'hui dans ce village, c'est un village sur cette île, une école, des apprentis qui sont rentrés dans le système Erasmus et qui cherchent à échanger des pratiques voilà, dans la taille de pierre. Donc ça existe. Alors moi aussi, j'ai un petit complément. Alors je suis pas non plus compétente sur les écoles d'architecture, mais je pense que d'une manière assez évidente, c'est en lien aussi avec les préoccupations écologiques, d'où l'utilisation du bois, de certains bois, afin d'éviter aussi trop d'intrants chimiques, trop de béton, etc. Et comme l'a dit Miklós Szekely, on revient aussi à finalement ce qu'on faisait à la fin du 19e siècle, où parmi ces inventions de la tradition, on a aussi voulu faire des maisons telles que celles des villages. Et il y a un exemple très très frappant, tout à fait et bien étudié, c'est l'architecture de montagne dans les Carpates, à Zakopane. Donc Zakopane, Pologne, mais à l'époque territoire habsbourgeois, alors c'est une petite station touristique, c'est devenu une station touristique à la fin du 19e siècle, où on a systématiquement construit les hôtels, tous les bâtiments, à l'inspiration des bâtiments traditionnels des paysans de cette montagne, en utilisant donc le bois. Et voilà que, comme par hasard, on revient à des techniques qui sont donc moins nuisibles, moins nocives, on va dire, pour l'environnement, en reprenant des façons de faire, aussi non seulement dans la pierre, mais aussi dans la maçonnerie, en reprenant des éléments moins technologisés, plus naturels et par définition donc plus ancestraux, tout ça toujours avec des guillemets. Mais oui, je pense que c'est tout à fait évident. Oui. Merci. Il me revient de conclure cette belle présentation de livre. Peut-être en revenant juste sur l'idée principale qui a sous-tendu l'ensemble de ces échanges, qui est cette tension entre recherche de la tradition et innovation. Une tradition qui fait l'objet de collectes, de folklore, qui est ensuite figée dans certaines pratiques, dans des échanges, on voit avec des artisans qui viennent du local. Mais ce qui est très très passionnant dans ce livre, c'est aussi la façon dont l'auteur montre comment on ne va pas avoir peur de moderniser, on ne va pas figer ces pratiques dans un spécifique, mais
On va apporter des nouvelles technologies. Parfois, on va même s'inspirer des techniques que l'on voit dans les objets collectés au Japon ou qui viennent du Japon. On va collecter des objets qui viennent des pays voisins pour nourrir un marché à l'export. Je pense que cette tension est peut-être l'aspect le plus passionnant et qui revient finalement peut-être aussi à un acteur que vous citez dans votre livre, qui est Gottfried Semper, qui n'a pas été cité aujourd'hui, mais qui est peut-être l'anneau manquant entre Arts and Crafts et Alois Riegel, parce que d'ailleurs, Gottfried Semper était à Londres pour la Great Exhibition et il a œuvré pour cette exposition et il a ensuite implémenté ces principes à Vienne. Et alors, justement, Miklos nous montre ce soir comment, en Hongrie, on a une façon toute particulière de se réapproprier ce principe qui, finalement, se détache un petit peu de cette volonté de démocratisation à tout prix en créant des objets bourgeois, mais plutôt des objets pour la haute bourgeoisie. Donc c'est encore un aspect peut-être à creuser pour une autre fois. Donc merci à vous trois. Merci encore aux organisateurs, à la BULAC et à l'Institut hongrois pour le soutien alloué pour cette manifestation. Merci. Si je peux me permettre un dernier mot, 2 minutes, parce que c'est mon côté personnel. Je voudrais citer ici mon électricien, M. Bourko. Ça peut être surprenant, mais je vais expliquer pourquoi. C'était un monsieur de 78 ans ou 19 ans. Il travaille pour moi pour à peu près 10 ans. Et très vite, j'ai compris que c'est une personne très, très lettrée. Et donc, on a commencé à discuter et il m'a raconté sa vie. Il a fait sa formation dans les années 50 en Hongrie, dans une école dans une école professionnelle qui était le même type d'école dont on parle. Et donc, c'est quelqu'un qui a une collection de livres de plus de 6000. On échange des livres, on discute sur les pièces de théâtre, sur la politique. Et très vite, j'ai compris que ces maîtres, dans les années 50, c'était les maîtres qui ont eu leur éducation, Bauhaus, dans les années 30. Et leurs professeurs, c'était les professeurs dont je parle dans ce livre, enfin, les collègues. Évidemment, pas exactement parce que l'électricité et l'art, ça peut être joint, mais quand même c'est différent. Donc, M. Bourko, c'est un exemple pour moi sur l'effet de ces écoles dans la profondeur de l'éducation, dans la profondeur comment on a transmis une culture générale, globale, européenne, je ne sais pas comment décrire, qui existe même dans les années 50. Donc, M. Bourko, c'est un témoin vivant pour moi sur le succès de ces écoles professionnelles. Merci.